Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un marché fascinant, celui de l'uranium. Oui, un sujet qui revient en force. Et selon une analyse qu'on a examinée, il pourrait être vraiment à la veille d'une transformation historique. Poussé par une convergence assez particulière, c'est ça, hein. Intelligence artificielle, transition énergétique et, bien sûr, la nouvelle donne géopolitique. Exactement. On s'appuie ici sur une étude intéressante parce qu'elle est datée de manière prospective au 29 septembre 2025. Le titre «L'uranium à l'aube d'une disruption historique». D'accord, et elle mélange données historiques et projections, c'est bien ça. Tout à fait. Des données de long terme type Fred, FMI, et elle utilise une estimation de prix pour cette date septembre 2025 via Trading Economics. Alors, juste pour être bien clair pour tout le monde, quand on va parler de prix, ce sera en dollars US par livre du 3,8. C'est le fameux Yellow Cake, hein. C'est ça, la forme commerciale standard. Donc, notre but, c'est de décrypter un peu, via cette analyse, pourquoi ce marché, qui a toujours fonctionné par cycle finalement, Oui, des cycles assez marqués. pourrait être en train de changer de nature. Quels sont les forts enjeux et qu'est-ce que ça implique, quoi? Ok, alors allons-y, déballons tout ça. Pour comprendre où on va, l'analyse nous dit de regarder d'abord d'où on vient. Ces fameux cycles, comment ils se dessinent. Alors, l'étude, elle identifie des cycles assez nets, oui, depuis les années 90. Elle met surtout en avant deux phases qui se chevauchent un peu. D'accord? La première, le cycle A, va de 2001 à 2016, grosso modo. Faut imaginer, hein, le prix part de 7 dollars la livre. 7 dollars, oui, très bas. Et il s'envole, pique à plus de 136 dollars en 2007. Une multiplication par quasiment 20. Incroyable. Puis, la chute. Brutale, moins 86%, pour retomber sous les 20 dollars en 2016. L'analyse parle clairement de bulle spéculative pour cette période. Une volatilité extrême, oui. Et le deuxième cycle? Le cycle B, il utilise les mêmes points clés, le pic de 2007, le creux de 2016, mais il se termine par un nouveau sommet en 2024, autour de 81 dollars. Ah oui, c'est une belle hausse depuis 2016. Plus de 3 fois, mais rien à voir avec 2007. Exactement. Beaucoup plus mesuré. Et l'analyse le décrit comme plus institutionnalisé. Moins de pure frénésie spéculative, quoi. Ce qui est frappant quand même, c'est cette espèce de rythme, presque une horloge, non? Environ 16 ans entre les points bas et hauts majeurs. 2001, 2007, 2016. Mais l'analyse dit que c'est peut-être fini, ça. C'est exactement le point central de l'étude. Cette rythmique historique, elle est là, oui. Mais le rapport suggère que la correction récente, La baisse depuis le pic de 2024. oui, une baisse d'environ 36% jusqu'à un point bas vers 52 dollars en mars 2025, eh bien, cette baisse pourrait être plus qu'une simple pause, peut-être la fin de cette ère cyclique. Pourquoi? Parce que les moteurs actuels, les forces dont on parlait au début, elles semblent différentes, plus puissantes. Elles pourraient transcender ces anciens schémas. D'ailleurs, l'estimation de prix qui sert de base à l'analyse, pour septembre 2025, c'est 63,40 dollars. C'est déjà un rebond de plus de 20% par rapport au creux de mars. Oui, et la source y voit un signal potentiel. Peut-être l'établissement d'un nouveau plancher, une sorte de socle pour une dynamique nouvelle. Ok, Et c'est là qu'intervient ce que l'étude appelle la grande convergence. c'est vraiment l'idée clé. La grande convergence. 3 méga-tendances massives qui, pour la première fois, s'aligneraient et se renforceraient. Et ça pourrait redéfinir tout le marché. Ah, voilà qui devient vraiment intéressant. La révolution de l'intelligence artificielle, l'IA. Ok, Les chiffres cités sont assez fous. La conso électrique mondiale des data centers, aujourd'hui, c'est environ 2%. oui. Ça pourrait exploser, atteindre 8 voire 12% d'ici 2030. C'est gigantesque comme augmentation. Une demande colossale. Et surtout, une demande très particulière, non? Absolument. Une demande qui exige une fiabilité extrême, totale. Et on voit déjà les géants de la tech, les GAFAM, s'y intéresser de très près, non? Google, Amazon, Microsoft. Tout à fait, Microsoft, qui veut redémarrer des unités nucléaires. Google, qui investit dans les petits réacteurs modulaires, les SMR. Amazon, qui signe des contrats. C'est pas anodin. Pourquoi cet intérêt si marqué pour le nucléaire, justement? C'est technique, mais c'est fondamental. L'IA, ça tourne H24, 7 jours sur 7. Il faut du jus, tout le temps, stable.
La fameuse charge de base. Exactement. Et pour ça, les renouvelables, qui sont intermittents par nature, c'est compliqué de les utiliser seuls pour cette application. Le nucléaire, lui, il offre cette fiabilité, à grande échelle. D'accord. Et puis l'arrivée des GAFAM, c'est aussi un changement culturel potentiel. Ces boîtes, elles savent gérer le complexe, le long terme. Ça amène une autre perspective. Intéressant. La deuxième tendance de cette convergence? La transition énergétique. La course vers la décarbonation, objectif net zéro 2050. Le calendrier est serré. Oui. Et l'analyse rappelle l'engagement de la COP28, fin 2023. 22 pays qui s'engagent à tripler leur capacité nucléaire d'ici 2050. 22 pays quand même. On assiste à une sorte de réhabilitation politique du nucléaire. Si on regarde avec un peu de recul, comme le fait l'analyse, on voit un certain pragmatisme monter face à l'ampleur du défi, quoi. Les limites des renouvelables deviennent plus visibles. Voilà. L'intermittence, les périodes sans vent ni soleil, la Dunkelflaut, comme disent les Allemands, ça pose question pour assurer la totalité des besoins. Du coup, le nucléaire est reconsidéré. Même dans des pays qui étaient opposés? On voit des débats s'ouvrir, oui. Finlande, Corée du Sud, la France, bien sûr, mais ailleurs aussi. Ça dépasse un peu les clivages politiques habituels. Ça devient une question de sécurité énergétique, de stratégie industrielle. Ce qui nous amène assez logiquement à la troisième force. La fragmentation géopolitique, la recherche de souveraineté, l'analyse parle de démondialisation énergétique. Accélérée par la guerre en Ukraine, j'imagine. Très fortement. Les pays, surtout en Occident, cherchent à réduire leur dépendance, à sécuriser leurs approvisionnements, énergie, matières premières. Et l'uranium devient l'une de ces matières premières critiques, stratégiques. Indiscutablement. Parce que sa production est hyper concentrée. Le Kazakhstan, c'est 40% de l'offre mondiale. Ah oui, quand même. Oui. Après, il y a le Canada, l'Australie, mais cette concentration, ça crée des vulnérabilités. Et on voit les tensions monter. Des tensions. Restrictions russes sur l'enrichissement, friction sino-américaine. Du coup, les pays réagissent. États-Unis, UE, Japon, ils constituent ou renforcent des réserves stratégiques d'uranium. Donc c'est une demande en plus qui n'est pas liée directement aux besoins des centrales lambda. C'est ça, une demande de sécurité nationale, en quelque sorte. Et ça pose évidemment la question de la disponibilité d'uranium sur le marché. Pour les autres. Ok, donc si je résume, une demande potentiellement en très forte hausse avec l'IA et la transition, plus une demande additionnelle pour la sécurité, mais quid de l'offre ? L'analyse parle d'un effet ciseau. C'est le cœur du problème, selon cette étude, oui. Cette demande qui monte, elle se heurte à une offre très contrainte. Pourquoi? 15 ans de sous-investissement, chronique, dans l'exploration, le développement de nouvelles mines. Ça a commencé après Fukushima, en 2011 surtout. Les budgets d'exploration ont chuté. Chute de presque 80%. Des mines ont fermé ou ont été mises en pause. Et j'imagine que redémarrer la machine, ça prend du temps. Ouvrir une nouvelle mine, Énormément de temps. C'est là qu'arrivent les contraintes physiques. Les gisements riches, faciles d'accès, il y en a de moins en moins. et souvent dans des zones compliquées. Souvent, oui. Et puis, développer une mine de A à Z, ça prend 10-15 ans en moyenne. C'est long, c'est complexe, ça coûte cher. Et il y a les normes environnementales, sociales, les critères ESG. Qui sont de plus en plus stricts, et c'est normal. Mais ça ajoute à la complexité et au coût. Bref, la géologie, elle s'adapte pas vite aux signaux de prix. Augmenter l'offre rapidement, c'est très difficile, voire impossible selon l'analyse. Et les coûts pour extraire cet uranium, ils augmentent aussi, j'imagine. Considérablement. L'inflation générale qu'on a connue depuis 2020, elle a frappé fort dans le secteur minier. Énergie, main-d'œuvre, équipement. Tout a augmenté. L'étude estime que les coûts ont pu grimper de 40 à 100% selon les postes. Résultat, le seuil de rentabilité pour lancer un nouveau projet, avant c'était peut-être 35-45 $ la livre, aujourd'hui on serait plutôt sur du 65-75 $. Ah ouais. Donc même avec le prix actuel autour de 63 $, l'incitation à investir massivement dans de nouvelles mines reste limitée. C'est ça. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pas assez d'investissement avant, donc offre limitée aujourd'hui. Et les coûts qui grimpent, ça freine les nouveaux investissements. Cercle vicieux. Et il y a un autre facteur qui s'ajoute. Dans ce contexte d'inflation, l'uranium comme matière première réelle essentielle, ça commence à attirer des investisseurs qui cherchent à se protéger. Une couverture contre l'inflation. Donc encore une autre source de demande, financière cette fois. Voilà. Un cocktail potentiellement explosif. D'ailleurs, pour illustrer ça, l'analyse fait un parallèle historique assez saisissant. Oui, elle compare la situation actuelle au choc pétrolier.
1973-1978. Ah oui, hein. Quelle similitude. Plusieurs, et c'est assez troublant. Tensions géopolitiques majeures. Moyen-Orient à l'époque, Ukraine aujourd'hui. Contraintes d'offres. Embargo OPEP en 73, sous-investissement uranium aujourd'hui. Demande structurelle forte. Boom du nucléaire civil dans les années 70. Duo IA plus transition aujourd'hui. Et dans les deux cas, un contexte d'inflation. Et à l'époque, le prix du pétrole avait fait quoi? Multiplié par plus de 6. Waouh. Mais aujourd'hui, il y aurait des facteurs en plus? Des amplificateurs. C'est ce que suggère l'étude, oui. Des choses qui n'existaient pas dans les années 70. D'abord, les ETF physiques. Comme le SPUT, Sprott Physical Uranium Trust. Exactement. Ces fonds achetaient stock de l'uranium physique. Ils peuvent retirer d'énormes quantités du marché. Ensuite, le trading algorithmique. Qui peut accélérer les mouvements de prix. Et les amplifier, oui. Il y a aussi la médiatisation, les réseaux sociaux, l'effet FOMO, la peur de rater le coche. Ça peut attirer des flux spéculatifs très vite. D'accord. Et enfin, la fragmentation géopolitique dont on parlait. Ça peut rendre les marchés moins fluides, plus sujets aux ruptures d'approvisionnement ici ou là. Bon, avec tout ça, ce faisceau d'indices, l'analyse doit envisager des scénarios assez spectaculaires. Disons qu'elle n'écarte rien. Le scénario central, celui auquel elle donne 50% de probabilité, s'appelle la grande réaccélération. En 3 phases. D'abord, 2025-2027. L'allumage. Le prix se stabilise, monte un peu, dans une fourchette 70-100 $. On commence à voir les premiers effets concrets de la demande IA de la transition. Les premières tensions sur l'offre apparaissent. Et après l'allumage, phase 2, l'accélération, 2027-2030. Là, on franchirait les 100 $. Les acheteurs industriels, les électriciens, commenceraient à s'inquiéter pour de bon. Ils chercheraient à sécuriser leurs contrats à long terme, peut-être même à stocker. Et la demande IA devient vraiment visible. Oui, elle deviendrait un facteur majeur. L'objectif de prix dans cette phase, selon l'analyse, 120 à 180 $ la livre. 180 $. C'est déjà presque le triple du prix actuel estimé. Et la dernière phase, la troisième, 2030-2035, le pic disruptif. Là, on parle d'une vraie crise d'approvisionnement. L'offre n'arrive plus à suivre du tout. Ça pourrait être exacerbé par des facteurs politiques. Oui, intervention des États, restriction d'export, nationalisation. Et la spéculation financière pourrait s'emballer. Dans ce scénario extrême, l'analyse vise un pic entre 150 et 300 $ la livre. 300 $ la livre, c'est plus du double du pic historique de 2007. Est-ce que l'analyse identifie des déclencheurs potentiels pour une telle flambée? Des catalyseurs? Oui, elle en liste plusieurs types. Géopolitique, nouvelles restrictions d'export du Kazakhstan, de la Russie, un embargo sur l'uranium russe, ou une instabilité politique qui touche des mines clés. Et sur le plan industriel? Un gros accident minier. Une demande IA qui dépasse même les prévisions, ou des retards importants sur les nouveaux projets miniers. Et puis il y a le financier. C'est-à-dire? Le lancement d'ETF uranium par des géants de la finance, l'arrivée massive de fonds spéculatifs, de fonds souverains, ou même un engouement des particuliers. Ok, ce scénario central est marquant, mais il y a des alternatives, j'imagine. Bien sûr, un scénario alternatif, jugé probable à 40%, c'est la maturation contrôlée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le marché trouve un équilibre, mais à des prix plus élevés qu'avant. Disons une fourchette entre 60-70 $ comme plancher, à cause des coûts de production, et un plafond vers 120-150 $. Plus de volatilité, mais plus contenu. Ça suppose une meilleure gestion des tensions, une adaptation plus douce de l'offre. Et le risque d'un retour en arrière? Une nouvelle grosse baisse? L'analyse envisage un scénario baissier, oui. Respect cyclique. Mais elle lui donne seulement 10% de probabilité. Ça verrait le prix retomber vers 30-40 $ d'ici 2030. Mais il faudrait des conditions très particulières pour ça. Oui, selon l'étude, il faudrait une conjonction très négative, effondrement de la demande, IA, abandon des objectifs climatiques, deux choses que la source juge peu probables aujourd'hui. Face à ces scénarios, surtout le central qui est très haussier, qu'est-ce que l'analyse en tire comme implication stratégique pour un investisseur par exemple? Elle positionne l'uranium comme un actif potentiellement asymétrique. C'est-à-dire? Risque de baisse limité, selon elle, par ce plancher des coûts vers 50-60 $, et la demande stratégique. Oui. Mais un potentiel de hausse très élevé si le scénario de disruption se réalise. L'objectif de 300 $, voire plus. Une asymétrie risque-rendement. Voilà.
Elle souligne aussi la faible corrélation avec les actions, les obligations, donc un potentiel outil de diversification, et une possible couverture contre l'inflation et les risques géopolitiques. C'est leur analyse. Pour l'Europe, elle mentionne l'ETF SPROT, le SPUT.L à Londres pour une expo directe au prix physique. D'accord. Elle cite aussi des ETF sectoriels, UNKL.DE, qui est plus diversifié sur le nucléaire en général, ou URNU.DE, plus concentré sur les mines d'uranium pure play, chacun avec son profil de risque. Et elle donne même une idée d'allocation. À titre indicatif, oui. 3 à 8% d'un portefeuille global, peut-être en entrant progressivement, sur un horizon de 5 à 10 ans. Et le moment actuel, autour de 63 $, serait vu comme... Une fenêtre d'opportunité. C'est ce que l'étude suggère, oui. Une opportunité potentielle avant une accélération possible. Elle parle même d'ajuster l'exposition par palier de prix. Mais encore une fois, c'est la vision prospective de cette analyse spécifique. Donc, pour résumer, l'argument de fond de cette étude, c'est que le marché de l'uranium est peut-être à un tournant. Vraiment. Un point d'inflexion historique, hein. Potentiellement. Cette grande convergence IA, transition, géopolitique pourrait casser les anciens cycles, surtout face à une offre qui semble coincée à court et moyen terme. L'idée forte qui ressort, c'est que l'uranium redevient une ressource ultra stratégique, essentielle pour l'innovation avec l'IA et pour l'indépendance énergétique dans ce monde plus fragmenté. Ça dépasse la simple finance. Tout à fait. Et selon la perspective de cette analyse, s'intéresser à l'uranium aujourd'hui, ce serait un peu comme parier sur l'accélération des grandes tendances de notre époque. L'IA, la transition énergétique rapide, le monde multipolaire. C'est ça. Et si ce pari est gagnant, l'étude suggère qu'on pourrait voir une réallocation de valeur majeure vers cette matière première qui a été longtemps un peu oubliée. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être, inspirée par la conclusion de l'étude. Ce prix de 63,40 $ estimé pour septembre 2025. Est-ce que c'est le début d'un nouveau paradigme, un monde où l'uranium redevient central? Ou est-ce que c'est juste le début d'une nouvelle bulle, alimentée par des narratifs séduisants, dans une période d'incertitude? Le marché d'uranium pourrait devenir cette arène, finalement, où s'affrontent les grandes tensions de notre temps, non? L'ambition technologique contre les limites physiques? La souveraineté contre la mondialisation, la croissance contre la durabilité. L'avenir nous le dira. C'est sur cette question ouverte qu'on va conclure notre exploration d'aujourd'hui.